Et pour toi, par exemple, quand on parle justement de la création d'un contenu versus la mise à jour d'un contenu, qu'est-ce que tu trouves qui est plus important, la création de contenu nouveau ou la mise à jour? Alors, les deux sont essentiels, mais pour moi, en fait, on peut ni se passer de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut du nouveau contenu pour mettre du carburant dans la voiture. Mais par contre, on ne peut pas gâcher les efforts qu'on a fait par le passé en ne mettant pas à jour nos articles existants. Et surtout que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ces anciens articles, voir si est-ce que l'intention de recherche elle a changé ou pas, est-ce qu'on cible toujours le bon mot-clé, est-ce que les infos qu'on donne dedans elles sont toujours vérifiées. Chez Walaxy, nous pendant un moment on le faisait pas et un jour on s'est dit mais on va quand même aller le faire parce que ça me paraît hyper important. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on publiait un article par semaine et on en mettait à jour 2 à 3. Comme ça nous faisait un double petit challenge. Et en fait la mise à jour de nos contenus anciens, ça nous a permis de faire plus de croissance que des articles nouveaux qu'on publiait, tout simplement parce que ces articles anciens, ils ont de l'ancienneté, donc potentiellement ils ont du lien, mais c'est surtout qu'ils sont déjà placés en fait sur la SERP, ils sont déjà connus par Google. Donc en fait, là on donne à Google, on vient lui dire coucou, merci en gros d'avoir référencé notre article. Tiens, voici une version encore meilleure. Toi aujourd'hui, si tu devais, si tu dirais une entreprise qui a été affectée par une mise à jour à Google, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire? Quelles seraient les étapes à suivre pour justement affronter cette mise à jour, négative bien sûr? Alors du coup, pour commencer, je vais reprendre un peu ce que Google dit à chaque fois. Okay. Ce qu'on lit souvent d'ailleurs. Donc c'est toujours bien aussi de toujours faire de la veille, de se renseigner un petit peu sur ce qui est dit autour de ces mises à jour-là. C'est de pas paniquer. C'est une mise à jour qui a lieu. Communiquer en interne à sa hiérarchie, les informer de ce qui s'est passé pour pouvoir justement avoir les ressources à disposition pour permettre d'agir face à ça. Comme toujours, la première chose à faire, c'est de comprendre, c'est d'aller mesurer, c'est d'analyser ce qu'il s'est passé pour pouvoir identifier quelles peuvent être les raisons qui ont fait que Google a pu déclasser votre site. Toujours commencer par là. Les visites, le trafic, la visibilité, les mots-clés, pour comprendre quel type de pages ont pu être affectées. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi d'une agence externe si toutes les compétences ne sont pas présentes ou si le site est important ou si plusieurs sites ont été touchés. Et ensuite, pouvoir approcher méthodiquement la manière de s'améliorer selon les types de mots-clés touchés, les types de pages et les hypothèses qui sont formulées. On a les critères principaux qui sont au niveau de Google. Donc, on a toutes les problématiques techniques qu'on va avoir, les temps de chargement en étant un qui est très important, les réponses aussi techniques du site et son accessibilité. On sait que Google aujourd'hui valorise énormément le contenu. Donc, il est important d'aller regarder, de se poser la question, est-ce que le contenu que je propose a vraiment une valeur ajoutée? Est-ce que le contenu que je propose est vraiment différent de ce que proposent les autres sites? Est-ce que sur mon site lui-même, il est vraiment différent? Au-delà de la technique qui est la fondation, le contenu, ça reste le cœur de ce qu'un site propose et de la réponse qui doit être donnée à un utilisateur. Tout le monde parle d'IA. Et j'aimerais bien voir un peu c'est quoi ta perception de comment l'IA va changer un peu ou comment peut impacter l'IA en fait le monde du GC. Alors, je pense qu'il peut venir l'aider et appuyer tout ce qu'on fait déjà pour améliorer les process, les rendre plus rapides par exemple. Pour tout ce qui est script, etc., ça peut aider certaines personnes qui sont en manque de créativité par exemple pour faire des scripts. Après, j'ai déjà testé par exemple sur ChatGPT de faire des scripts. Perso, je suis jamais vraiment très satisfaite, mais pour une marque qui a pas les ressources, par exemple pour prendre une agence ou etc., ça peut dépanner de faire des scripts via des IA. Après, au niveau du montage, ça aide quand même pas mal. Il y a certains outils qui peuvent te dérocher, par exemple, des vidéos. Ouais. T'as certains outils qui te font des sous-titres automatisés aussi. Je pense que ça va venir un petit peu appuyer et aider la conception des vidéos et la réalisation de toutes ces vidéos-là. Après, ça viendra pas remplacer les métiers des créatifs stratégistes parce que il faudra toujours piloter ces stratégies. On le disait hier à la conférence, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est il y a toujours un humain derrière qui contrôle cette IA et qui lui dit quoi faire, pourquoi le faire, etc. Donc, je pense que juste le métier va un petit peu changer et du coup, on aura plus un rôle d'expert et de recommandation. Et après, par contre, pour les tâches un petit peu chronophages, je pense qu'on va pouvoir les automatiser avec des IA, mais ça, c'est pas plus mal. Non, c'est vrai. En fait, on parle beaucoup de gagner du temps avec l'IA. Non, donc c'est clair. Je pense que surtout pour des marques qui doivent produire beaucoup, des agences qui doivent produire beaucoup de contenu, c'est une façon au moins d'aider. Ouais. Après, ça peut aider à la création de contenu. Mais justement, c'est ce qu'on mentionnait dans notre conférence sur l'e-commerce. L'IA ne va pas remplacer les personnes. En fait, simplement, ils vont changer les rôles. Donc, au lieu d'avoir des personnes qui écrivent, c'est des gens qui vont écrire des prompts. Et exactement. Au lieu d'avoir des gens qui traduisent, c'est des gens qui vont vérifier les contenus. Non, donc c'est vraiment... Mais bon, après, c'est ça, il faut juste savoir adopter un peu et s'adapter avec ce type de
Complètement. avec ce type de Et je pense qu'il technologie. faut pas être forcément réfractaire à toutes ces nouvelles technologies parce que qu'on le veuille ou non, ça va exister, ça va continuer à évoluer. Donc mieux vaut prendre le train un petit peu en marche et s'adapter et commencer à l'implanter dans les stratégies directement des marques plutôt que juste regarder le wagon passer et rater la trend encore une fois. Les éléments clés, non, selon toi, à tenir en compte quand on veut optimiser une stratégie d'acquisition? Il y a plusieurs. Hein. Alors l'optimisation, une douzaine presque. L'optimisation d'une stratégie d'acquisition est essentielle pour maximiser déjà l'efficacité des efforts marketing. Mais il y a des éléments clés pour prendre en compte lors de l'optimisation. Franchement, si je veux commencer tout simplement par données et analyse. Donc la collecte de data aujourd'hui est précise, analyser leur performance. Il faut assurer très très bien de disposer des outils nécessaires d'analyse pour suivre le trafic. Les conversions, bien sûr, appel trafic, les indicateurs clés, le taux de rebond, le taux d'engagement plutôt en même temps sur GA4, plusieurs autres informations. Il faut utiliser ce genre d'informations, ce genre de données pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc la première chose, dans la stratégie 2024, c'est de travailler sur données et analyse. Il faut bien analyser tout ce qui se passe en 2023, en 2022, pour bien préparer le plan de 2024. Et comme j'expliquais juste avant, la segmentation de public, donc il faut personnaliser les efforts d'acquisition en segmentant notre public en fonction des critères tels que démographie, le comportement d'achat, les intérêts. Donc cela permet aussi de cibler des campagnes plus spécifiques et pour avoir un ROS très bien. Le site web, donc franchement, il faut bien travailler sur le site web. Il faut assurer que le site web est convivial, rapide, optimisé pour les conversions, le temps de chargement, les formulaires, les boutons, les call to action. Il faut faire des changements. Ça, on appelle ça, c'est l'A/B testing. Donc il faut fluctuer en parallèle des A/B testing pour évaluer différentes approches marketing, que ce soit sur les campagnes sponsorisées, sur les ads, sur le texte, sur les images, sur le carrousel, mais en parallèle sur les sites. Donc, il faut faire beaucoup de changements sur le site pour tester plusieurs landing pages pour voir d'après les résultats. Et il faut donc identifier quels canaux sont les plus performants pour notre business. Donc, comme je t'expliquais, donc, le retail, vente, CDD pour quelques canaux, et donc B2B, c'est pour d'autres canaux. Donc il faut investir davantage de ressources dans les canaux qui offrent le meilleur retour sur investissement et ajuster ou abandonner ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est très important parce que franchement, comme tu as dit, il y a un budget à préparer fin 2023 pour 2024. Donc, il faut bien investir de l'argent. Et donc, quel levier d'acquisition? La stratégie mobile, donc avec de plus en plus de personnes naviguent sur Internet via les applications mobiles. Donc, il faut assurer que cette entreprise crée des campagnes trafic vers le site. Site doit être responsive. Les campagnes sont optimisées pour le mobile. Avant de terminer, et c'est une chose très importante, il faut faire un examen des coûts publicitaires. Donc, il faut bien surveiller les coûts publicitaires et il faut assurer-vous donc qu'ils sont justifiés par les conversions, réduisez les dépenses inutiles et chercher les opportunités pour de réduire le coût. Et ça, je reviens sur la partie ROS, c'est le retour sur investissement publicitaire. Suivre, donc il faut franchement suivre de la concurrence, garder un œil ce que font vos concurrents en matière d'acquisition. Donc vous prenez, dans ce cas, vous pourrez trouver des idées pour améliorer la stratégie omnicanal. Et bien sûr, il faut utiliser aussi ChatGPT qui nous aide beaucoup sur ça. Donc, formation est très importante. Il faut investir de la formation de l'équipe pour rester à jour aux dernières tendances en matière d'acquisition et marketing digital. Ce que j'ai ajouté, c'est l'optimisation de contenu, donc créer des contenus de très haute qualité qui résonnent avec votre public cible. Donc soyez attentifs aux besoins et aux problèmes de public et fournissez bien sûr des solutions à travers ce contenu. C'est quoi un peu l'impact que tu peux voir du personal branding sur le chiffre d'affaires, par exemple? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dirigeants qui vont être réticents à lancer des programmes d'employee advocacy ou de promouvoir justement le personal branding. Mais en fait, ça a été démontré que, je veux dire, on voit clairement qu'il y a un impact sur le chiffre d'affaires des boîtes. Ouais. Il y a un énorme impact sur, déjà, la visibilité, évidemment, sur la brand. Quand tu veux faire passer des messages de marque, tu as un endroit où les gens t'écoutent, et ça, déjà, c'est très rare d'en avoir un. Le mois dernier, j'ai ouvert 78 affaires dans Pipedrive. Wow. Il y en a 20 qui viennent de LinkedIn. Donc ça, c'est des gens avec lesquels j'ai ouvert des deals, et après, sur mes paniers moyens, etc. Mais je vends des services quand même qui coûtent minimum 2 000 € par mois. Donc voilà, quand tu ouvres une affaire, c'est vraiment que c'est un prospect qualifié. J'en ai beaucoup plus qui me contactent, mais ça, c'est les gens avec lesquels on peut vraiment faire du business. Non, donc c'est clair que LinkedIn, que le personal branding a un impact direct sur les chiffres d'affaires. Donc, je pense que c'est juste important de faire passer le message parce que moi aussi, je crois beaucoup en personal branding. Toi aussi, c'est clair parce que tu l'as appliqué dans ta boîte. Mais j'ai l'impression que justement, pour les gens qui sont un peu hésitants, c'est un peu le wake-up call qu'il faut leur donner il faut se lancer dans le personal branding.
Parce que souvent, les décisions qui sont prises en haut, non, par les dirigeants, c'est des décisions très... je pense que... Non, par exemple, on parlait l'autre jour de la couleur. Je pense que la couleur, ça, on devrait changer à bleu. Ouais. Non, et qu'il faut... En fait, c'est une des erreurs, en fait, c'est de ne pas écouter notre client. C'est notre client, en fait, qui va nous dire ce qu'on devrait mettre au nom de produit, à la couleur du produit, à la fonctionnalité principale. Donc, moi, j'avais bossé avec une DG un jour, elle supportait pas le vert. Mais vraiment, elle détestait le vert. Le vert, ok. Ouais. Alors du coup, il fallait refaire les maquettes, il fallait refaire les CTA, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de vert. Sauf que le vert, ça reste quand même une couleur assez flashy. Sur un bouton d'incitation à l'action, les gens, ils le remarquent. Pas quelque chose qui va faire qu'en fait, on peut pas se dire... Moi aussi, je suis pas super fan du vert, mais quand je réfléchis, je me dis pas, comme j'aime pas le vert, je vais pas faire ça. Il me faut plus de données, plus de trucs derrière. Et je trouvais ça super dommage, parce qu'on n'a même pas pu tester, de voir, en fait. Et elle sortait des trucs qui pour elle étaient très pertinents, mais d'un point de vue marketeur, par exemple, elle disait non, mais on n'est pas obligé de faire du vert, on peut faire du gris. Non, sur un bouton d'appel à l'action, on met pas un bouton d'appel à l'action en gris. C'est que les gens ils vont pas le voir et vont se dire que le bouton non, c'est clair, il y a des études en fait qui ont été faites pour justement qui parlent des couleurs, les meilleures couleurs pour les différents boutons d'action. Mais tu viens de le dire, il y a des études. Il y a des études qui font que... Mais sauf que quand t'es en réunion avec plusieurs personnes, chacun a son historique, chacun a son ego, chacun a, tu vois, ses propres caractéristiques. Les gens vont dire non, moi je préfère le noir parce que je veux que ma boîte elle soit perçue comme quelque chose de luxueux. Sauf que ta boîte elle ne vend pas quelque chose de luxueux. Donc est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que c'est ton ego qui parle? Et en fait, tu vois, tu dois être là en tant que marketeur, écouter et t'oublier et dire ok, faut pas que je les froisse non plus, mais faut que je leur fasse comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir et qu'à la fin, on ne sait pas, en fait. Donc, laissons la parole à ceux qui décident, à savoir à notre cible, en faisant ces fameux tests.